La femme du trépas, récit extrait des contes populaires de Basse-Bretagne de François-Marie Luzel. Lecture par Christophe Tabar. Il y avait une vieille fille restée sans mari, sans doute parce qu'elle n'en avait jamais trouvé. Elle avait passé la quarantaine et on lui disait souvent par plaisanterie « Vous vous marierez encore, Marguerite ?» « Oui, oui, » répondait-elle, « quand le trépas viendra me chercher. » Un jour du mois d'août, elle était seule dans la maison, occupée à préparer à manger au batteur, quand un personnage qu'elle ne connaissait pas entra soudain et lui demanda « Voulez-vous me prendre pour mari ?»« Qui êtes-vous » lui dit-elle bien étonnée. « Le trépas, » répondit l'inconnu. « Alors je veux bien vous prendre pour mari. » Et elle jeta là son bâton à bouillie et courut à l'air abattre. « Venez dîner quand vous voudrez, » dit-elle au batteur. « Pour moi, je m'en vais, je me marie. » « Ce n'est pas possible, Marguerite, » s'écrièrent les batteurs. « C'est comme je vous dis. Mon mari, le trépas, est venu me chercher. » Le trépas, avant de partir, lui dit qu'elle pouvait inviter aux noces autant de monde qu'elle voudrait, et qu'il reviendrait exactement au jour fixé. Quand vint le jour convenu, le fiancé arriva comme il l'avait promis. Il y eut un grand repas, et en se levant de table, il dit à sa femme de faire ses adieux à ses parents et à tous les invités, car elle ne devait plus les revoir. Il lui dit encore d'emporter une croûte de pain pour la grignoter en route, si elle avait faim, car elle devait aller bien loin, et de dire à son plus jeune frère, qui était son filleul, encore au berceau, de venir la voir quand il serait grand, et de se diriger toujours du côté du soleil levant. Marguerite fit ce qu'on lui recommandait, et ils partirent alors. Ils allaient sur le vent, loin, bien loin, plus loin encore, si bien que Marguerite demanda s'ils n'arriveraient pas bientôt au bout de leur voyage. « Nous avons encore un bon bout de chemin à faire, » répondit le trépas. « Je suis bien fatigué, et je ne puis aller plus loin sans me reposer et manger un peu. » Et ils s'arrêtèrent pour passer la nuit dans une vieille chapelle. « Grignote ta croûte de pain, si tu as faim, » dit le trépas à sa femme. « Pour moi, je ne mangerai point. » Le lendemain matin, ils se remettent en route. Ils vont encore loin, bien loin, toujours plus loin, si bien que Marguerite, fatiguée, dit de nouveau « Dieu que c'est loin, n'approchons-nous pas encore ?»« Si, nous approchons. Ne voyez-vous pas devant vous une haute muraille ?»« Oui, je vois une haute muraille devant moi. C'est là qu'est ma demeure. » Ils arrivent à la haute muraille et entrent dans une cour. « Dieu que c'est beau ici !» s'écria Marguerite. C'était là le château du soleil levant. Tous les matins, il en partait pour ne revenir que le soir et ne disait pas à sa femme où il allait. Rien ne manquait d'ailleurs à Marguerite, et tout ce qu'elle souhaitait, elle l'avait aussitôt. Pourtant, elle s'ennuyait d'être toujours seule tout le long des jours. Un jour qu'elle se promenait dans la cour du château, elle aperçut quelqu'un qui descendait la montagne voisine. Cela l'étonna, car nul autre que son mari n'approchait jamais du château. L'inconnu continuait de descendre la montagne, et il entra dans la cour du château. Alors Marguerite reconnut son filleul, son jeune frère, qui était dans son berceau quand elle est partie de la maison de son père. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, en versant des larmes de joie. « Où est aussi mon beau-frère que je lui souhaite le bonjour ?» demanda le jeune homme au bout de quelque temps. « Je ne sais pas où il est, mon frère chéri. Tous les matins, il part en voyage de bonne heure pour ne revenir que le soir, et il ne me dit pas où il va. Eh bien, je lui demanderai ce soir, quand il rentrera, pourquoi il te laisse ainsi seul et où il va. Oui, demande-le lui, frère chéri. » Le maître du château arriva, à son heure ordinaire, et il témoigna à son beau-frère beaucoup de joie de sa visite. « Où allez-vous ainsi tous les matins, beau-frère » lui demanda le jeune homme, laissant ma sœur toute seule à la maison. « Je vais faire le tour du monde, beau-frère chéri. »« Jésus, beau-frère, c'est vous qui devez voir de belles choses. Je voudrais bien aller avec vous, une fois seulement. »« Eh bien, demain matin tu pourras m'accompagner si tu veux. Mais quoi que tu puisses voir ou entendre, ne m'interroge pas, ne prononce pas un seul mot, ou il te faudra retourner aussitôt sur tes pas. »
Je ne dirai pas un mot, beau-frère. » Le lendemain matin, ils partirent donc tous les deux de compagnie en se tenant par la main. Ils allaient. Le vent fait tomber le chapeau du frère de Marguerite et il dit « Attendez un peu, beau-frère, que je ramasse mon chapeau qui vient de tomber. » Mais à peine eut-il prononcé ces mots qu'il perdit de vue son beau-frère et il lui fallut s'en retourner seul au château. « Eh bien, lui demanda sa sœur en le voyant revenir seul, « as-tu appris quelque chose ?»« Non, vraiment, ma pauvre sœur, nous allions si vite que le vent a fait tomber mon chapeau. Je dis à ton mari d'attendre un peu pour me le laisser ramasser, mais il continua sa route et je le perdis de vue. Quoi qu'il en soit, demain matin, je lui demanderai de me permettre de l'accompagner encore et je ne dirai pas un seul mot, quoi qu'il arrive. » Quand le maître du château rentra, le soir, à son heure ordinaire, le jeune homme lui demanda de nouveau « Me permettrez-vous de vous accompagner encore demain matin, beau-frère ?»« Je le veux bien, mais ne dis pas un seul mot ou il t'arrivera encore comme ce matin. »« Je me garderai bien de parler, soyez-en sûrs. » Ils partent donc encore de compagnie le lendemain matin. Ils vont. Le chapeau du frère de Marguerite tombe encore, mais cette fois dans une rivière au-dessus de laquelle il passait. Et il s'oublie encore et dit « Descendez un peu, beau-frère, pour que je ramasse mon chapeau qui vient de tomber dans l'eau. » Et aussitôt il est encore déposé à terre, car il voyageait à travers les airs, et se retrouve seul. Et il retourne au château, tout triste et tout confus. Le lendemain matin, son beau-frère lui permit encore de l'accompagner, mais pour la dernière fois. Ils vont, à travers les airs. Le chapeau du jeune homme tombe encore, mais il ne dit mot cette fois. Il passe au-dessus d'une plaine où la terre était toute couverte de colombes blanches, et au milieu d'elles étaient 2 colombes noires. Et les colombes blanches ramassaient de tous côtés des brins d'herbe et de bois secs et les entassaient sur les 2 colombes noires. Et quand celles-ci en furent couvertes, elles mirent le feu aux herbes et au bois. Le frère de Marguerite avait bien envie de demander ce que cela signifiait. Il ne dit rien pourtant, et ils continuèrent leur route. Plus loin, ils arrivèrent devant une grande porte sur la cour d'un château. Le mari de Marguerite entra par cette porte et dit à son beau-frère de l'attendre dehors. Il lui dit encore que s'il se lassait d'attendre et que l'envie lui vint d'entrer aussi, il n'aurait qu'à casser une branche verte et à la passer sous la porte, et cette envie lui passerait aussitôt. Pendant que le jeune homme attendait à la porte, il vit une troupe d'oiseaux s'abattre sur un buisson de laurier qui était près de là, et les oiseaux y restèrent quelque temps, chantant et gazouillant. Puis ils s'envolèrent, emportant dans leur bec chacun une feuille de laurier, mais qu'ils laissèrent tomber à une faible distance. Un instant après, une autre troupe d'oiseaux s'abattit sur le même buisson de laurier, et ils chantèrent et gazouillèrent un peu plus que les premiers, et plus longtemps. Et en s'en allant, ils emportèrent eux aussi dans leur bec chacun une feuille de laurier, qu'ils laissèrent aussi tomber, mais un peu plus loin que les précédents. Enfin, une 3e troupe d'oiseaux s'abattit sur le buisson, un instant après, et ils gazouillèrent et chantèrent mieux et plus longtemps que les autres. Et, en s'en allant, ils emportèrent aussi dans leur bec chacun une feuille de laurier, mais ils ne les laissèrent pas tomber à terre. Frère de Marguerite, étonné de ce qu'il voyait, se disait en lui-même « Que peut signifier tout ceci ?» Comme son beau-frère ne revenait pas, il se lassa de l'attendre, et, ayant cassé une branche de chêne toute couverte de feuillage vert, il la fourra sous la porte, comme on le lui avait dit. Aussitôt la branche fut consumée jusqu'à sa main. « Oh là !» s'écria-t-il en voyant cela. « Il paraît qu'il fait chaud là-dedans. » Et il ne désirait plus entrer. Son beau-frère sortit enfin, quand son heure fut venue, et ils s'en retournèrent de compagnie. Chemin faisant, le frère de Marguerite demanda à l'autre « Dites-moi, beau-frère, je vous prie, ce que signifie ce que j'ai vu pendant que je vous attendais à la porte du château. » J'ai vu d'abord une troupe d'oiseaux s'abattre sur un buisson de laurier, et après y avoir chanté et gazouillé quelque temps, ils se sont envolés en emportant dans leur bec chacun une feuille de laurier qu'ils ont laissé tomber à terre, à une faible distance. Ces oiseaux représentent les gens qui vont à la messe, mais qui y sont distraits, prient peu, et laissent tomber à terre leurs feuilles de laurier, c'est-à-dire la parole divine.
là où ils oublient leur Dieu. Et la seconde troupe d'oiseaux qui se sont ensuite abattus sur le laurier, qui ont gazouillé et chanté un peu plus longtemps, et ont aussi laissé tomber à terre leurs feuilles de laurier, mais un peu plus loin. Cela représente les gens qui vont à la messe et y sont plus attentifs et prient plus longtemps que les premiers, mais qui, néanmoins, laissent aussi tomber à terre leurs branches de laurier, c'est-à-dire oublient la parole de Dieu. Et la troisième troupe d'oiseaux qui ont gazouillé et chanté beaucoup plus longtemps et mieux que les autres, et ont aussi emporté chacun sa feuille de laurier, mais qu'ils n'ont pas laissé tomber à terre. Cela représente les gens qui ont bien prié du fond du cœur et n'ont pas oublié la parole de Dieu avant d'être arrivés chez eux. Et les colombes blanches que j'ai vues dans une plaine, amassant des herbes et du bois sec pour brûler 2 colombes noires qui étaient au milieu d'elles. Ces 2 colombes noires étaient ton père et ta mère, que l'on passait par le feu pour les purifier pour leurs péchés. Ils sont à présent au paradis. En ce moment, ils arrivèrent au château. Peu après, le frère de Marguerite dit à son beau-frère « Je veux m'en retourner à présent à la maison. »« T'en retourner à la maison ? Et pourquoi, mon pauvre ami ? » ?»« Pour voir mes parents et vivre avec eux. »« Mais songe donc qu'il y a 500 ans que tu les as quittés. Tous tes parents sont morts il y a bien longtemps, et là où était autrefois leur maison, il y a, à présent, un grand chêne tout pourri de vieillesse.